La situation est clairement compliquée sur l'économie américaine, et surtout pour Jérôme Powell. Et j'avoue que ça s'accentue énormément vu les performances qu'on a pu voir sur le Nasdaq et le S&P 500. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le tout est sur un fond d'inflation persistante. Il faut considérer que peut-être les 3% d'inflation sont le prix à payer pour une croissance américaine, ou la dette américaine a de plus en plus de mal à trouver des acheteurs. Cette incertitude se fait aussi ressentir sur les crypto-monnaies qui sont aussi en plein tumulte politique et réglementaire. Mais ce que vous ne savez certainement pas, c'est que depuis plusieurs semaines, il y a une énorme manipulation des institutionnels sur Bitcoin grâce à l'ETF Spot Bitcoin. Tout ça fait que nous sommes bloqués où nous sommes. Une zone épuisante psychologiquement, et comme toute zone compliquée, il y a des opportunités à saisir. Je vais vous expliquer tout simplement. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Pour entamer cette vidéo, je pense qu'il est important de rappeler un peu la situation américaine. On va faire ça très rapidement pour embrayer après vers justement Bitcoin et la manipulation qui est actuellement sur Bitcoin. Et vous allez comprendre que tout est lié parce que oui, tout est lié. Actuellement, il y a des vecteurs qui sont liés dans une manipulation et on les voit petit à petit se mettre en place. La première chose à comprendre, c'est que la situation pour Jérôme Powell, le directeur de la Fed, est très très compliquée. Il doit descendre à un moment donné ses taux, d'accord, qui sont très élevés, on en parle partout, ce fameux pivot de la Fed. Le seul souci, c'est que on a à côté les industries de la tech qui performent, un Nasdaq qui nous a fait un plus haut et qui a clôturé une bougie qui est juste énorme quand on regarde la typologie de bougie de clôture ici. On n'a même pas ravalé un petit peu, on est juste tout simplement en train de performer tout le long de la semaine. Ça, c'est quelque chose qui est problématique pour Jérôme Powell. Il faut comprendre que quand on a des actions qui performent, ça sous-entend qu'on va avoir une inflation qui va rester haute. S'il y a de la croissance, il y a de l'inflation. C'est plutôt quelque chose qui est très très logique. Et clairement, c'est notre ami Apple qui a porté le marché durant toutes ces annonces qui sont aussi tournées autour de l'intelligence artificielle. Et oui, toujours l'intelligence artificielle, qui est là pour pouvoir pousser le marché. Alors un peu moins sur le S&P 500, qui montre aussi le décalage économique entre le S&P 500 et, on va dire, les 7 magistiques, et surtout la tech américaine qui est quand même sous pression. On voit qu'on a beaucoup de shorts présents sur Nvidia, par exemple, et 34 milliards de dollars de shorts. Alors gardez-le bien en tête, parce que cette notion de short va revenir dessus, notamment quand on va parler de Bitcoin, vous allez voir que il y a une forme de cohérence, et qui est plutôt une forme de cohérence liée à l'utilisation de la finance traditionnelle. Bon, on a compris, on a ici l'ensemble des actions américaines qui surperforment le marché, et qui surperforment dans un modèle qui est vraiment compliqué pour surperformer. Il faut comprendre que on a un chômage qui est en hausse, c'est cette courbe bleue que l'on voit là qui est à 4%, on a en bleu clair ici l'inflation qui reste relativement élevé, qui n'arrive pas à descendre en dessous des 3%, on est toujours au-dessus, et quand on voit ça, c'est vraiment une zone de stagnation, et on a à côté en orange, ici, les parties hautes, orange, où on a les taux d'intérêt de la Fed, qui sont toujours bloqués à 5,5, donc difficulté d'avoir de la liquidité. Malgré tout ça, on a, je remonte, parce que c'est important de noter, un Nasdaq, qui a dépassé les 19 500 et qui s'approche potentiellement des 20 000. Il faut comprendre que là, nous avons des performances sur des performances, deux énormes bougies qui sont très fortes et qui mettent la pression à Jérôme Powell. Pourquoi? Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, notamment pour la suite, et vous allez vite voir que tout est lié, encore une fois, que ce soit dans la manipulation, que ce soit dans la macroéconomie et les crypto-monnaies. Nous avons ici une problématique. Si jamais ils baissent les taux d'intérêt, qui se trouvent ici, d'accord, ça veut dire qu'on va avoir de la liquidité qui va se déverser. Ça veut dire aussi que dans cette liquidité, nous allons avoir de la liquidité qui va arriver dans le marché action, qui va arriver aussi dans les crypto-monnaies, c'est plutôt bien, mais aussi dans le marché action. Marché action qui est déjà très élevé, malgré le niveau qui est très complexe. Si on a ici cette baisse qui est en train d'être effectuée, ça sous-entend qu'on va avoir une surperformance des marchés actions et des marchés à risque comme les crypto-monnaies, et donc on va avoir à côté une inflation structurelle qui va réaccélérer. Pourquoi? Parce que l'inflation, il y a une relation très forte, et ça je vous l'ai déjà expliqué, entre la croissance générale d'un pays et l'inflation. S'il y a de la croissance, généralement il y a de l'inflation. La problématique, c'est s'il y a de l'inflation et qu'il n'y a pas de croissance. Mais si on injecte des liquidités dans un marché qui est déjà en croissance, en tout cas certaines sociétés, à ce moment-là on va avoir des surperformances, donc à côté plus de croissance et donc plus d'inflation, et on ne sera pas prêt à avoir quelque chose qui casse en dessous des 3% pour aller vers la target, qui je le rappelle, de Jérôme Powell est de 2%. Jérôme Powell, il a deux missions.
amener l'inflation à 2% et garder le taux de chômage bas. On voit que le taux de chômage qui est en bleu foncé ici est déjà à 4% et est en train de monter. Si je retire un petit peu tous les gribouillis que j'ai effectués, vous voyez bien qu'on a le taux de chômage qui est en croissance. Et donc, on a ici une problématique, un dilemme, qui s'accentue par encore autre chose, qui s'accentue par le dollar. Il faut comprendre qu'il va falloir maintenir le dollar haut pour rester une puissance financière forte. C'est vraiment l'enjeu qui a lieu actuellement au niveau des USA, et surtout que actuellement ils impriment énormément de dollars, ils impriment énormément de dettes américaines. Il faut avoir des personnes qui ont envie de l'acheter. Et on voit que on a certains taux qui sont en train de se restructurer un peu partout dans le monde, et donc il n'y a pas forcément toujours un énorme flux qui a lieu au niveau du dollar américain, et il va falloir à un moment donné le rendre attractif. Il va falloir le rendre plus attractif que le reste. Donc ça sous-entend qu'il va falloir tenir avec un taux autour de 3, 3,5. Et là, vous comprenez, si vous avez tout suivi jusque-là, vous inquiétez pas, je vais résumer dans quelques instants, que on a Jérôme Powell qui est vraiment bloqué. Je résume. Tout simplement, nous avons une inflation qui n'arrive pas à descendre, mais on doit la faire descendre. On a à côté une économie américaine qui se porte plutôt bien sur la partie tech et qui surperforme malgré un secteur qui est plutôt compliqué. Et à côté, on a le reste de l'économie américaine qui a vraiment beaucoup de mal. Et le problème, c'est que pour tenir tout ça, on est obligé d'imprimer beaucoup d'argent. Mais pour imprimer beaucoup d'argent, ça veut dire qu'on fait de la dette. Et que si on a de la dette, il faut quelqu'un pour l'acheter. Et il faut que ce soit intéressant d'acheter. Et justement, là, on a une problématique. C'est-à-dire qu'il va falloir rester avec des taux élevés pendant un certain temps pour rendre cette dette attractive. Et ici, ça veut dire qu'on va faire une pression qui peut être relativement forte sur l'économie américaine. Mais malgré ça, on a encore une fois, je le remonte parce que c'est vraiment impressionnant, un Nasdaq qui s'approche des 20 000. Donc on comprend qu'on a une grosse incertitude au niveau du marché américain, au niveau de l'économie américaine, et forcément, à un moment donné, ça pèse aussi sur les crypto-monnaies et sur Bitcoin. À savoir que sur Bitcoin et crypto-monnaies, on a à côté une partie réglementaire qui est très forte et qui est en train de se jouer maintenant. On a les élections américaines qui sont en train de se jouer maintenant, qui jouent tant sur la macro que sur la crypto. Encore une fois, tout est lié, et vous allez comprendre parce que je vais arriver dans pas longtemps à cette manipulation, vous allez voir que c'est vraiment important. Mais avant, si vous aimez la vidéo jusque-là, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, ça me soutient, ça me fait toujours très plaisir. Et au niveau de la crypto et au niveau de Bitcoin, il faut comprendre que nous sommes, comme je vous l'ai dit en introduction, dans une zone qui est compliquée émotionnellement. Parce que globalement, il ne se passe quasiment rien, on a une volatilité qui est écrasée, on a à côté un cours qui reste relativement flat, même si on a des impulsions qui sont relativement baissières, comme on a pu le vivre justement sur cette fin de semaine. Je vous l'avais expliqué dans les quotidiennes, que certainement on allait clôturer la semaine en baisse, chose qui a été effectuée sur le CME, et là, gardez-le bien en tête, parce que vous allez voir, c'est très intéressant, on a clôturé en baisse sur le CME, et quand on regarde justement ce qui s'est passé une fois que le CME a fermé, on a le cours qui est remonté, et qui a réintégré la petite partie qui a récupéré le range qui est dans le grand range, d'accord? Encore une fois, on a réintégré cette partie-là. Est-ce que ça veut dire que on est sauvé? Pas forcément, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une véritable momentum qui se fait quand ça se clôture le CME pour repartir à la hausse. Ça, encore une fois, c'est un élément qu'il va falloir retenir parce que ça fait partie de la manipulation. Mais avant tout, il faut rappeler que oui, nous sommes dans une instabilité politique, oui, nous sommes dans une instabilité de réglementation, on a des points positifs, mais en même temps à côté, on a l'administration Biden qui retourne régulièrement sa veste, qui laisse passer des lois, donnant plus de pouvoir potentiellement à la CFTC qui est plutôt pro-crypto. Il laisse passer ça tranquillement, et ensuite, quelques semaines après, il nomme quelqu'un qui est anti-crypto à la tête de la CFTC, ou en tout cas dans des postes qui sont relativement élevés. Et c'est là où on voit qu'il y a un jeu de manipulation qui est très forte entre l'image et ce qui est en train d'être effectué. Et forcément, ça met une pression qui est aussi très forte sur la crypto, d'ordre général, parce que le cadre réglementaire est essentiel sur une dominance qui est malheureusement actuellement US. Encore une fois, je rappelle que oui, nous sommes drivés par le marché américain. Et ce marché américain, il est drivé par aussi maintenant les ETF, spot, Bitcoin. Et ça, vous allez voir que c'est très intéressant, on va arriver dans cette phase de manipulation, et c'est très important de comprendre. Parce que la manipulation, elle se base dans déjà l'incertitude. Quand c'est psychologiquement compliqué, c'est la base de toute manipulation. Quand c'est dans l'incertitude, où je ne sais pas si je dois aller en haut, en bas, si je dois vendre, acheter, ce sont des phases propices à la manipulation. Et c'est quelque chose que l'on retrouve énormément dans le marché traditionnel,
Tout se base sur la différence de prix entre justement le futur des institutionnels et le prix spot classique de Bitcoin. C'est la différence entre les deux, ce qu'on appelle premium, que tout se joue. Et ça, pour le représenter, je vous présente deux courbes. Un, celle qui est orange, qui est la représentation ici du prix spot Coinbase, parce que c'est le plus simple, c'est eux qui possèdent la majorité des bitcoins qui sont donnés dans le TF spot, ce qui est vraiment le plus simple pour pouvoir déterminer, et la courbe bleue qui est la courbe du CME. Et vous allez voir que systématiquement, nous avons un gap qui se positionne. Or, ce gap présent, c'est un différentiel, c'est ce qu'on appelle un spread, c'est ce qu'on appelle un premium ou un discount. D'accord? C'est l'écart entre les deux. Il faut comprendre aussi pourquoi nous avons cette différence-là. D'un côté, nous avons le futur, qui a un contrat qui n'est pas basé sur Bitcoin, mais qui est basé sur la probabilité d'un Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que les contrats sur le CME sont des contrats qui sont terminables, c'est-à-dire que dans lequel on a une date de fin, que ce soit demain, que ce soit dans la semaine, que ce soit à la fin de l'année, on sait qu'on a des fins de contrats dans lesquels les contrats sont terminés. Ça veut dire que si je vends ou que j'achète du Bitcoin sur le CME, j'ai une date dans laquelle je dois rendre ces Bitcoins-là et encaisser la différence entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a le spot, ici, on a la possibilité de pouvoir jouer sur ce spread, à savoir que d'un côté, je vais potentiellement vendre du Bitcoin sur le CME, c'est-à-dire sur le futur, et acheter sur le spot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, ici, je vends, d'un côté, j'achète. Ça veut dire que si le cours descend, je vais gagner sur ma vente, et je vais perdre sur mon achat, et réciproquement, si le cours monte, je vais gagner sur mon achat et je vais perdre sur ma vente. Mais dans tous les cas, en fait, je vais être en position neutre, je vais être ce qu'on appelle hedgé. Alors là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Si je dois vraiment résumer, ça veut dire que les personnes, et en l'occurrence les institutionnels, vont vendre et en même temps acheter à la fois pour avoir une position qui est neutre et surtout encaisser à la fin du contrat l'écart entre les deux. L'écart entre les deux, je l'ai mis ici pour que ce soit beaucoup plus simple pour voir, mais on voit qu'on peut monter dans certains moments à plus de 1000 $, voire même plus ici à 2700 $. Il faut comprendre que cet écart, lorsque les contrats se terminent, arrive à zéro, et donc s'ils ont tenu leur exposition tout le long, ça sous-entend qu'ils empochent tout simplement le premium qu'ils ont eu lors de l'achat et lors de la prise de position. Et ça, c'est quelque chose qui est quasiment sans risque et qui est excessivement rentable. Donc c'est une manipulation que l'on connaît, qui est effectuée depuis très très longtemps sur quasiment tous les actifs, sauf que sur Bitcoin, il y a vraiment un delta et un spread qui est énorme par rapport au reste, où généralement on a vraiment quelques poussières. Chez nous, c'est pas quelques poussières, on peut avoir jusqu'à 3, 4, voire même 10 000 $ d'écart sur certains mouvements très très forts, comme on peut le voir ici. On a vraiment des gros écarts qui peuvent fluctuer ici. Et pourquoi je vous dis ça? Gardez-le bien en tête, c'est que ici, nous avons une structuration du cours dans lequel on a des longues et des shorts qui se mettent, et donc ça veut dire que on a beaucoup de volume qui arrive, sans forcément faire bouger le prix, parce que le but c'est pas de faire bouger le prix, c'est tout simplement de s'exposer au différentiel entre les deux. Gardez-le en tête, parce que là je vais juste vous prouver que c'est bien le cas. Ici on a sur Binance, je vous représente l'open interest qui représente les futurs sur Binance, et on voit que les futurs sont en dessous de la courbe, donc c'est la courbe verte, sont en dessous de la courbe orange, qui est au-dessus. Cette courbe orange représente le prix, et on voit que majoritairement le volume de l'open interest est relativement faible et toujours bien positionné en dessous. Si on regarde plutôt dans le CME, donc qui représente ici encore une fois les futurs institutionnels, on voit qu'on est bien au-dessus et que ça a commencé à partir du moment où on est rentré dans la zone de latéralisation. Et quand on regarde cette zone de latéralisation, et on regarde les inflows qui sont rentrés dans l'ETF spot Bitcoin, on voit que ces inflows sont arrêtés et qu'on a bien ici en fait quelque chose qui est plutôt régulier, voire même régulier. Et c'est là où on commence à comprendre que, à partir du moment où nous sommes arrivés dans cette zone de latérisation, c'est le moment où on a eu des shorts sur le CME qui sont arrivés pour appuyer sur le cours, et à côté, on compense avec des achats longs, et donc on comprime ici le cours. Ça veut dire qu'on rajoute beaucoup de liquidités. Vous allez me dire, oui, et du coup, étant donné que c'est neutre, ça n'impacte pas le prix de Bitcoin? Oui, je suis d'accord, mais en même temps, si, ça impacte aussi. Il faut comprendre que ça sous-entend deux choses. Ça sous-entend que, on rajoute beaucoup de liquidité à quelque chose qui est déjà présent, donc ça veut dire que plus on a de liquidité, plus il faut de la liquidité pour pouvoir pousser le cours à la hausse ou à la baisse, d'accord? Donc plus on va avoir besoin d'un momentum important pour déplacer le prix, ce qui est plutôt logique. Et deuxième chose, ça sous-entend qu'à partir du moment où il va avoir ici des sorties ou des écarts trop importants entre le futur et le spot, on peut avoir ce qu'on appelle les call margins, c'est-à-dire des appels de marge, dans lesquels les personnes vont être obligées de liquider une partie de leur position,
Et si jamais on a des mouvements qui sont très brusques sur la macroéconomie et qui entraînent Bitcoin et les crypto-monnaies, ça sous-entend aussi qu'on peut avoir des liquidations au niveau des institutionnels qui peuvent aggraver soit une chute, soit même une hausse si jamais on bouge beaucoup trop vite et justement on arrive à faire un short squeeze sur le CME. Et c'est quelque chose qui peut arriver lorsque les marchés sont fermés. Encore une fois, on rappelle que le CME ouvre du lundi au vendredi et que les cours des crypto-monnaies se tradent tout au long de la semaine. Il n'y a pas d'arrêt et donc on pourrait très bien avoir une rupture haussière et donc on pourrait aggraver les mouvements que l'on a, que ce soit à la hausse ou à la baisse, en fonction de la volatilité. Et ça explique aussi pourquoi nous sommes dans cette zone ici de léthargie, parce que on a besoin de beaucoup de volume. Ce volume n'est pas forcément présent maintenant, parce que nous sommes dans une phase de léthargie qui est accentuée par la liquidité qui est apportée par la manipulation qui est en cours au niveau des institutionnels. Et le tout rentre dans une incertitude macroéconomique et dans une incertitude réglementaire. Comprenez bien qu'on risque pas de voir encore tout de suite du volume, je reste excessivement bull sur le long terme, mais encore une fois, il va falloir être patient, et c'est quelque chose qui est toujours bien présent. Et que l'on voit aussi sur l'ETF spot Ethereum, parce que on a blanc, puis après on a noir. Quand on regarde ici, on avait la validation de l'ETF spot Ethereum qui a eu lieu fin mai plutôt, dans lequel il manquait la validation pour le trading, chose qui a commencé à prendre du temps. On a commencé à nous dire que ça allait prendre beaucoup de temps, notamment une prise de parole de Gary Gensler, donc président de la SEC, qui nous disait que ça allait arriver courant de l'été, voire même ici fin de l'été. D'accord ? Alors que ici maintenant, aujourd'hui, nous avons les analystes de Bloomberg qui nous disent que ça va arriver certainement le 2 juillet. Alors, en l'occurrence, moi je vous avais expliqué que c'était certainement fin juin, début juillet, parce que c'était à peu près le temps qu'il fallait pour pouvoir mettre en place absolument tout, mais en l'occurrence, on a, encore une fois, deux informations divergentes qui arrivent. On sait que les ETF spot Ethereum sont importants pour Ethereum parce qu'on va avoir un afflux de liquidité, mais encore une fois, on peut se retrouver sur une forme de manipulation qui va être peut-être plus complexe parce qu'il y a beaucoup moins de liquidité, beaucoup moins de spread et pas forcément les mêmes typologies de futurs que l'on a sur le BTC CME, mais en l'occurrence, on risque d'avoir aussi la même chose le temps qu'on ait justement cet engouement, cette phase d'expansion suffisamment forte pour attirer suffisamment de volume pour empêcher justement d'avoir cette phase de consolidation que l'on peut retrouver. Encore une fois, c'est quelque chose qui était attendu, on savait que ça allait arriver, mais je pense que la majorité ne pensait pas qu'on allait avoir un impact aussi fort au niveau du cours. Pour conclure, c'est important de comprendre ce qui est en train de se passer pour limiter l'impact psychologique que ça peut avoir sur nous. Quand on arrive dans ces zones de léthargie, ce sont généralement des zones de réaccumulation. Oui, on peut aller plus bas, mais en l'occurrence, ce sont des zones de réaccumulation. Ce sont des zones de préparation avant d'avoir ces phases d'expansion. Quand on a l'habitude et qu'on est capable de pouvoir comprendre ce qui se passe derrière et de ne pas réagir très fortement psychologiquement, ce sont des zones dans lesquelles on a la capacité de saisir des opportunités si jamais on va retester des plus bas étant dans les plus bas des ranges que l'on connaît sur Bitcoin, ou que ce soit directement, peut-être même plus bas, ici dans les 52 000 dont on a parlé déjà plusieurs fois. Mais encore une fois, ça reste une hypothèse, nous sommes ici dans une partie qui est très intéressante, nous avons Reclaim ici ce range, et ici on pourrait très bien avoir une très belle réaccumulation qui pourra avoir lieu, parce qu'on a ici la première phase de réaccumulation, prise de liquidité, là on est repassé au-dessus du haut du range, et là ce qu'il va falloir valider, c'est est-ce qu'on arrive à consolider au-dessus. Si on a quelque chose comme ça, avec un break of structure et une validation d'accélération, là ce sera un signe qui sera très bullish pour aller retester 74 000, voire potentiellement faire plus haut. Malheureusement, on n'est pas encore là, mais pour pouvoir voir ce qui se passe, il faut être présent, malgré la psychologie qui est compliquée, et pareil, être présent si jamais on fait ici une capitulation pour aller chercher justement les 60 000, voire les 62 000, et à ce moment-là, il y aura encore une fois une très belle opportunité à saisir. Mais pour pouvoir saisir ces opportunités-là, il va falloir être présent, gérer psychologiquement, avoir une stratégie, et être capable d'agir sur cette stratégie, sans forcément remettre en question l'ensemble de la réflexion qu'on a eue jusqu'à maintenant. Et ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, et abonnez-vous, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.